Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous nous réunissons ce jour pour l'examen d'un texte qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai l'honneur de vous présenter dans l'optique de son examen lors de la journée d'initiative parlementaire du groupe écologiste du 4 avril, une proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole. Comme beaucoup d'entre vous, je crois, j'ai appris toute ma vie que l'agriculture, ça ne payait pas les factures et que c'était comme ça. Un métier passion qu'on conseillerait surtout pas à son gamin, ça c'est ce que me disaient des éleveurs drômois hier, un métier où on calcule sa retraite sur son capital et pas sur son travail, parce que le travail, on y revient, ça ne paie pas. On est nombreux à trouver cela anormal, injuste même. Et ces derniers mois, ils ont été nombreux à nous le rappeler, partout dans le pays. Une des plus grandes mobilisations agricoles de notre histoire récente, multifactorielle bien évidemment, mais avec un slogan répandu partout sur les tracteurs qui ont bloqué toutes les routes de France. Agriculteurs, enfants, on en rêve, adultes, on en crève. Le constat est simple et implacable. Beaucoup trop d'agriculteurs ne peuvent vivre aujourd'hui de leur travail. Je sais que nous nous rejoignons tous autour de ce constat. Nous nous rejoignons également sur d'autres qui y concourent ou en sont la conséquence plus ou moins directe. Ça commence par un plan social massif en cours dans nos campagnes des 100 000 fermes qui ont mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Ça continue à l'autre bout de la chaîne avec la faim, qui est un enjeu majeur dans notre pays et qui fait qu'un Français sur 5 ne mange pas à sa faim aujourd'hui dans notre pays. Cela passe par le mal-être et le mal-vivre des agriculteurs, par la mise en concurrence, le libéralisme effréné qui font monter ou redescendre les cours de production dans des salles de marché outre-Atlantique. Et tout cela sur fond d'effondrement du vivant, qui fait que 30% des populations d'abeilles disparaissent chaque année et qu'on ne sait pas assurer l'existence des pollinisateurs d'ici à 2100. Toutes ces années, nos campagnes se sont vidées. Et de ce système qui marche sur la tête, nous savons les constats, nous savons où il nous mène, nous savons ce que nous aurons à y perdre. Nous avons vu sur les routes de France, devant les représentations de l'État, ces manifestations les plus concrètes. Celles d'hommes et de femmes qui ont dédié leur vie à une profession pas comme les autres, celle de nourrir les autres et de cultiver la terre, mais qui ne peuvent plus en vivre. Alors, selon l'INSEE, le niveau de vie des agriculteurs est bien plus inégalitaire qu'en population générale, avec les 10% les plus pauvres qui gagnent 4 fois moins que les 10% les plus riches. Il existe bien évidemment des disparités entre filières, des disparités au sein d'une même filière. Il existe encore des disparités suivant la taille des exploitations. Cependant, le revenu moyen annuel d'un agriculteur en France n'est que de 30 000 €, sachant que les 10% les plus faibles sont négatifs, ce qui signifie que c'est souvent le salaire du conjoint qui fait vivre la famille. Pourtant, les agriculteurs travaillent en moyenne 54 heures par semaine. Et si le revenu agricole a baissé de 9% entre 2022 et 2023, les profits bruts de l'industrie agroalimentaire ont plus que doublé sur la même période, passant de 3 à 7 milliards d'euros. Entre 2021 et 2022, la marge brute de la grande distribution a, elle, augmenté en moyenne de 57% sur les pâtes alimentaires, de 13% sur les légumes et de 28% sur le lait demi-écrémé. Il y a donc bien une injustice dans la répartition de la valeur sur la chaîne agroalimentaire. La réponse à tout cela, chers collègues, n'a pas encore été à la hauteur des attentes. On a entendu des annonces sonnantes et trébuchantes des trésoreries, les efforts de simplification administrative, quelques reculs environnementaux. Et nous pouvons ici, dans cette salle, avoir des désaccords sur la marche à suivre. Pour autant, demain, la loi d'orientation agricole sera présentée en Conseil des ministres. Ce devrait être un texte ambitieux, courageux, pour faire face à la racine de ces dysfonctionnements. Il est attendu, et vous le savez. Mais ce projet de loi visant au renouvellement des générations agricoles ne comprend pas de dispositions sur le revenu des agriculteurs. Cela nous semble être tout à fait déconnecté de tout ce qui se joue aujourd'hui. On ne posera pas sérieusement l'enjeu de l'installation, de la transmission en agriculture, ni de la transition écologique, sans avoir posé celui du revenu de manière centrale et prépondérante. Cette proposition de loi vise donc humblement à y répondre. Son article 1er vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d'achat des produits agricoles qui tiennent compte des coûts de production dans chaque filière et surtout qui intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC, puisque j'ai déposé un amendement en ce sens. Il appartiendra ensuite à la conférence publique de filière d'arrêter un prix minimal d'achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur au coût de production précédemment calculé. Cette proposition de prix rémunérateur vise à garantir à nos producteurs que demain, ils ne vendront pas le fruit de leur travail en dessous de leur coût de production, dont leur rémunération, comme c'est régulièrement le cas dans certaines filières. Plusieurs groupes ont fait des propositions en ce sens ces dernières années. Je pense évidemment au groupe communiste, au groupe socialiste et au groupe de la France insoumise qui ont fait adopter un amendement en novembre dernier que nous reprenons comme base pour l'article 1er qui avait été adopté alors. Je précise ici que ce prix minimal d'achat n'a pas vocation à devenir un prix plafond, mais bien un filet de sécurité pour les agriculteurs.
Ce filet de sécurité, face à la volatilité des prix des produits agricoles et au déséquilibre du rapport de force dans les négociations commerciales, a reçu, il y a un mois, le soutien du président de la République en ouverture du Salon de l'agriculture. Il y a annoncé, je cite, « Il y aura un prix minimum, un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas acheter et en dessous duquel le distributeur ne peut pas vendre ». Ces propos ont été ensuite appuyés par ceux du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a déclaré que, je cite, « Toute ferme française doit pouvoir être compétitive. Et donc il y a bien un prix plancher en dessous duquel vous ne pouvez pas vendre parce que ce n'est pas suffisamment rémunérateur. Donc il n'y a absolument pas d'incompatibilité entre le prix plancher et la compétitivité des fermes françaises. Les deux vont ensemble. » Par la suite, la ministre Agnès Pannier-Runacher, lors d'un débat de contrôle à l'Assemblée, a quant à elle indiqué la volonté du gouvernement de construire ces prix, filière par filière, sur la base des indicateurs de référence. Alors oui, l'ampleur de la complexité de la construction du prix des produits agricoles ne nous est pas inconnue. Et bien évidemment, le Parlement et le gouvernement ont pris des mesures, à commencer par les 3 lois Egalim qui, en 2018, 2021 et 2023, ont essayé de donner davantage de poids aux producteurs afin de les aider à peser face à la surconcentration des industriels, parfois des géants mondiaux comme Nestlé ou Unilever, et des acteurs de la grande distribution, 5 ou 6 géants dans notre pays, qui ne sont guidés, malheureusement, souvent, que par les prix les plus bas. Ces réponses se sont avérées insuffisantes à l'heure, même si certains résultats peuvent sembler encourageants, notamment dans le cadre d'une contractualisation trop peu répandue. Il convient de créer les conditions pour rendre ce dispositif parfaitement opérant, et cela, vous le savez bien, ne peut être traité en intégralité dans une niche parlementaire. Je vous partage les pistes que nos auditions nous ont permis de dessiner, en espérant que cela pourra contribuer aux travaux du gouvernement et de la mission parlementaire des députés Babot et Izard, auxquels nous serons ravis d'œuvrer. La fixation du prix minimal d'achat des produits agricoles doit en premier lieu s'accompagner d'une plus grande régulation des marchés, pour ne pas mettre en concurrence nos agriculteurs avec des produits agricoles produits avec des normes environnementales, sanitaires et sociales moins disantes. Cela doit passer par la protection de l'excellence agricole française et européenne et par la fin des accords de libre-échange considérant les produits agricoles au même niveau que d'autres biens de consommation. Cette régulation doit également porter sur les marges des agro-industries et des distributeurs, pour aller vers plus de transparence et d'encadrement. Ensuite, il conviendra de mener un travail sur les coûts de production. De nombreux acteurs auditionnés ont identifié des défaillances sur la disponibilité des coûts de production et leur homogénéité. Il semble que dans certaines interprofessions, la publication des indicateurs de coûts de production soit bloquée. Par ailleurs, il existe des disparités en matière de méthodologie, de fréquence de publication, si bien qu'il nous manque à l'heure actuelle des indicateurs reconnus par tous. Un travail doit donc être mené par filière pour parvenir à des indicateurs uniformisés, reconnus par les producteurs comme étant protecteurs. Cela veut dire par ricochet qu'il faudra à l'avenir assurer la juste représentation de tous les agriculteurs dans les interprofessions. Tout ceci est complexe, mais techniquement faisable. Et la complexité, chers collègues, ne doit pas être un prétexte à l'inaction, surtout quand il y a une telle urgence. L'article 2, quant à lui, crée pour sa part un fonds dédié à la transition agroécologique des exploitations agricoles. Certains pourraient rétorquer que ce sujet est bien éloigné de la question du revenu des agriculteurs. En vérité, c'est le même. Selon France Stratégie, les exploitations agroécologiques, l'agriculture biologique en particulier, sont en général plus rentables que les exploitations conventionnelles. Accompagner les agriculteurs dans la transition, c'est concourir à rendre leurs exploitations plus économes et autonomes, donc à renforcer leur efficacité économique et leur capacité à produire sur le long terme, surtout quand le prix des intrants a augmenté de plus de 25% comme en 2022. Quant à l'article 3, il précise les modalités de financement de ce fonds, par le biais d'un prélèvement de 10% sur les bénéfices générés par les industries de l'agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros. Comme vous le voyez, le seuil que nous avons choisi épargne les PME et ne concerne donc que les plus grands groupes. Cela permettra de faire contribuer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à cette nécessaire transition, alors que les coûts et risques liés au changement de pratique demeurent encore trop supportés par les seuls agriculteurs, quand les coûts de dépollution et de prise en charge sanitaire demandent contribution de l'argent public et que les bénéfices de la transition profitent à la société tout entière. Mes chers collègues, cette proposition de loi se veut concrète et utile. Et j'en profite pour remercier ici les députés qui, dans la perspective de nos travaux au sein de la commission, ont réellement souhaité améliorer ce texte sans a priori ni prétention, en ayant pour seul objectif de répondre à ce sujet majeur.
Pour conclure, je souhaite remercier Monsieur l'administrateur qui m'a accompagné dans le travail de préparation de ces débats. Et chers collègues, je vous remercie de votre présence aujourd'hui et de votre contribution, qui sera, je l'espère, un premier pas bienvenu vers la prise en compte centrale du revenu des agriculteurs, avant de discuter de quoi que ce soit d'autre. La crise est toujours là et nous avons ici une opportunité d'apaiser la situation en envoyant un signal transpartisan sur la volonté de fixer des prix rémunérateurs. Je pense qu'il est indispensable de montrer aux agriculteurs que nous pouvons transformer les promesses en actes et j'espère donc que nous pourrons faire adopter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.